Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne 300% Sport donc pour cette petite vidéo preview sur le Giro. Salut à toi Clément. Salut à toi Joachim. Ça nous tenait à cœur de faire ça, on va suivre le Giro là très prochainement. Et c'est vrai que c'est un Giro qui s'annonce quand même assez ouvert, en tout cas certainement en l'absence de Tadej Pogačar, le tour le plus ouvert de la saison et donc ça méritait une vidéo preview ça. Alors on a quand même deux gros favoris qui se détachent un peu de la meute en la personne de Juan Ayuso et de Primož Roglič. Mais oui, c'est vrai qu'en l'absence de Tadej Pogačar, on a quand même un Tour d'Italie 2025 qui va être relativement ouvert, qui va être un peu dans la continuité de beaucoup de courses à étapes qui sont déjà produites en ce début de saison. On parle notamment de Tirreno Adriatico ou du Tour de Catalogne où on a eu quand même relativement un beau spectacle, où ça a été assez ouvert. Et voilà, je pense qu'on va avoir 3 semaines assez bouleversante en tout cas pour ce Giro. Et donc voilà, tu as bien fait de le souligner, mais voilà, les deux grands favoris se nomment Juan Ayuso et Primož Roglič, un peu un duel des générations entre Juan Ayuso 22 ans, Primož Roglič 35 ans. D'un côté on a Primož Roglič qui a déjà remporté le Giro, qui a remporté 4 fois la Vuelta, dont la dernière en 2024. Et face à lui, il y a un jeune qui est en train de monter, c'est Juan Ayuso. Il a enfin sa chance en tant que leader sur un grand tour. Donc voilà, comment déjà tu vois un peu ce duel? Est-ce qu'il y a un favori selon toi entre les deux ou est-ce que c'est vraiment 50-50 à l'entame de ce Giro? Comme tu l'as dit, c'est vraiment le parfait duel des générations. On a quand même d'un côté un coureur d'expérience qui est quand même dans les premières positions sur les grands tours depuis déjà presque une dizaine d'années en la personne de Primož Roglič, 35 ans. Et de l'autre côté, la jeune star espagnole Juan Ayuso qui monte, qui a souvent été un peu dans l'ombre, en tout cas ces 2 dernières années, lorsqu'il était équipier de Tadej Pogačar. Cette année, je pense que c'est peut-être à 22 ans sa plus grande chance depuis le début de sa carrière de remporter un grand tour. En tout cas, son début de saison a été tout simplement excellent. Juan Ayuso, il s'impose sur Tirreno Adriatico. Il finit malheureusement deuxième derrière Primož Roglič. C'est déjà pas mal en soi. Deuxième derrière Primož Roglič sur le Tour de Catalogne pour une poignée de secondes. Ça avait été déjà un énorme duel entre les deux hommes. Et surtout, on a quand même deux coureurs qui ont un profil relativement similaire, avec des très bons grimpeurs certes, mais qui sont aussi capables de rouler très fort sur le plat. Et ça va notamment être très utile et un bel atout pour ces deux coureurs qui vont peut-être certainement se détacher sur d'autres favoris, notamment sur le chrono de 30 km en début de deuxième semaine. Donc pourquoi les deux sont grands favoris? Parce que déjà il y a 2 chronos et en plus normalement ils devraient être plus forts en montagne. Alors peut-être qu'il y a certains qui pourront suivre, mais voilà, c'est pour ça que ces deux favoris sont normalement au-dessus du lot. Mais c'est vrai que Juan Ayuso il a pas le droit de se louper, hein. C'est vrai qu'il y a quand même encore des jeunes, encore plus jeunes, j'ai envie de vous dire, dans cette équipe UAE. On a vu Jan Christen notamment sur la Flèche Wallonne, je l'ai commenté, il était impressionnant en tant que coéquipier de Tadej Pogačar. Isaac Del Toro bien évidemment, mais voilà, donc cette équipe UAE elle est jeune, mais aujourd'hui voilà, Juan Ayuso il est leader, il a 22 ans, il a quand même une certaine pression aujourd'hui, Juan Ayuso. Et en face voilà, Primož Roglič, certainement peut-être sa dernière opportunité de remporter un grand tour. On va dire que maintenant les seules chances qu'il a c'est quand Tadej Pogačar n'est pas là. Il a choisi de s'aligner sur le Giro. La course où Pogačar ne s'est pas aligné. L'année dernière, il s'est aligné sur la Vuelta. La course où Pogačar n'était pas. Donc, en fait, on a l'impression que quand Pogačar et Vingegaard, et Evenepoel aussi ne sont pas là, c'est Roglič le grand favori à chaque fois d'une course à étapes, d'un grand tour en tout cas. Ouais, c'est clair, Primož Roglič, je pense qu'il arrive un peu au crépuscule de sa carrière, malheureusement. Une très belle carrière, les gars. Très belle carrière, quand même, sacrée carrière. Il sera peut-être passé à côté d'un Tour de France quand même en 2020. C'est ça qui lui manque, hein, très clairement. C'est ça qui lui manque, c'est la seule vraie ligne, en tout cas à son palmarès, quand on connaît son profil, qui lui manque. Maintenant, oui, c'est vrai que je pense que la pression, elle est plutôt, comme tu l'as dit, du côté de Juan Ayuso. On connaît pas forcément encore très bien sa capacité à tenir sur 3 semaines de course et surtout à tenir la pression moralement. Sur 3 semaines de course. Puis quand on voit l'équipe alignée autour d'Ayuso, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de jeunes qui poussent aussi dans cette équipe UAE. Là, il y en a un forcément qui me vient en tête, 19 ans, Isaac Del Toro, le Mexicain, qui commence à monter. Alors, comme on a dit, je pense que sur 3 semaines, ça montrera peut-être ses limites du côté du Mexicain, mais il commence à montrer quand même de très belles choses. On peut également noter Brandon McNulty, Adam Yates également, que j'avais noté dans mes favoris sur ce Giro. Il y a Maika aussi, je crois. Il y a une très belle équipe. J'avais vu une stat d'ailleurs je crois. J'avais vu une stat très intéressante sur l'âge des coureurs qu'avaient en tout cas les coureurs de la UAE lorsque Rafał Majka a participé à son premier Giro en 2013. C'est assez affolant et c'est là où on se rend compte la jeunesse en tout cas de cette équipe alignée par Ayuso. Il a 10 ans quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Del Toro, il avait quoi? Il avait 7 ans, c'est un truc de fou. Mais voilà,
C'est vrai qu'il y a une belle équipe du côté de la UAE et tu penses justement qu'il peut pas y avoir un petit avantage et là sur cette équipe de la Red Bull Bora. Alors on a du beau monde, on a Jay Hindley, ancien vainqueur du Giro, Daniel Felipe Martinez, Gianni Moscon, mais quand même la team UAE c'est le meilleur collectif du monde. Il y a peut-être un petit avantage à gratter au moins dans ce domaine-là. Ouais, clairement, si on compare juste les équipes et les équipiers, Juan Ayuso a peut-être un léger avantage quand même quand on connaît les capacités en montagne, comme tu as dit, de Isaac Del Toro, de Brandon McNulty ou d'Adam Yates. Mais d'un autre côté, Primoz Roglic, comme tu as dit, quand même, Jay Hindley, aligné sur ce Tour d'Italie, vainqueur en... Ça dépend dans quelle forme il est aussi. Quoi. Oui, c'est ça. Alors, Jay Hindley, c'est vrai que... Ça n'a pas été très impressionnant, c'était quoi sur le Tour des Alpes? Il me semble qu'il n'était pas non plus très impressionnant. Quoi. Jay Hindley, il est un petit peu en difficulté. Il a eu une saison 2024 complètement vierge, complètement blanche à jeter. Mais il commence à revenir petit à petit en signant des top 10. En tout cas, dans ses courses à étapes de début de saison. Daniel Felipe Martinez, malheureusement, qui n'a pas beaucoup couru en ce début de saison, pareil, qui a été blessé. Dans l'incertitude. Donc on ne connaît pas encore trop ses capacités. Après Gianni Moscon, oui c'est pareil, ça fait quand même quelques années qu'il est là. Tratnik, commence à prendre un peu de l'âge. Oui, bien Tratnik, ouais, ancien courant de la Visma, ça peut être pas mal. Un petit Giulio Pellizzari aussi. Puis Giovanni Aleotti, on n'a pas montré. Ouais. Giulio Pellizzari et Giovanni Aleotti, c'est quand même pareil, deux grimpeurs italiens qui se sont montrés très à l'aise sur le Tour de Catalogne en accompagnant Primoz Roglic. Donc non, c'est quand même une équipe qui... Voilà, a de la gueule comme on dit, mais j'ai peur que sur de la très haute montagne, surtout quand on voit quand même le profil de la 3e semaine de ce Tour d'Italie, je pense que les équipiers vont être cruciaux. Vraiment, la qualité des équipiers en montagne et surtout pouvoir gérer l'enchaînement des ascensions va être vraiment cruciaux. Et ouais, peut-être qu'il y a un léger avantage sur ce côté-là pour la formation UAE Team Emirates. Dites-vous que là dans le diapo, on n'a même pas pu mettre Jevine qui a fait un gros tour de Romandie. C'est pour vous dire vraiment l'équipe, il y a du très très lourd et c'est vrai que justement voilà sur cette dernière semaine on va dire ce Giro il est un peu déséquilibré parce que pendant 2 semaines il n'y a pas beaucoup de montagnes ou de moyennes montagnes au maximum, mais c'est vrai qu'à la 3e semaine peut-être que tu peux renverser le tout grâce aux équipes aussi, grâce aux équipiers, on verra bien, mais adopter des tactiques offensives. En tout cas c'est vrai que cette équipe UAE elle peut faire tout péter, de très très loin et ça on verra bien. On verra aussi si Adam Yates ne peut pas jouer sa carte personnelle en co-leader. Ça va peut-être être un peu dur pour lui, mais peut-être pas mettre tous les œufs dans le même panier pour l'équipe UAE. En tout cas, c'est un beau match. Un très très beau match sur le papier. Je pense que c'est l'objectif de la saison de la Red Bull Bora aussi. S'ils veulent aller chercher ce grand tour, c'est maintenant. Parce qu'après, il y aura Pogacar. Et là, ce ne sera pas Juan Ayuso. Donc forcément, c'est un peu maintenant ou jamais. Et donc maintenant, on va se plonger aussi un peu avec les outsiders. Il y en a quand même pas mal qui peuvent aller chercher quelque chose de grand. C'est un peu cette bataille du top 10. Mais on a mis quelques noms et je sais que tu en as encore sous le pied aussi, sous le coude. J'en ai noté d'autres. Donc on a Mikel Landa du côté de la Soudal Quick Step, Richard Carapace du côté de l'IF Education First. Gros objectif aussi pour Richard Carapace. C'est un peu la même tactique que Roglic. Ancien vainqueur aussi. C'est vrai. Ça commence à dater un petit peu. 2019, oui, le Giro 2019 à l'époque où il était dans la formation Movistar, ça date un peu. Mais en tout cas, il avait créé la surprise et on ne sait pas. On sait jamais. Après, les 2 premières semaines vont être longues. Peut-être une chute d'Ayuso, de Roglic, on ne sait pas. Donc, honnêtement, en tout cas, les outsiders seront nombreux. Michael Storer qui a été impressionnant sur le Tour des Alpes, au-dessus du lot, très clairement. Giulio Ciccone, lui, justement, était un cran en dessous sur le Tour des Alpes par rapport à Storer. Mais on ne l'oublie pas, à domicile. Peut-être qu'il n'était pas non plus à son pic de forme. On a le frère d'Adam Yates, Simon. On a Egan Bernal, un autre ancien vainqueur du Giro. Antonio Tiberi, 4e du Giro, et ça je l'avais oublié personnellement, mais il faut quand même le souligner, c'est une très très belle performance. Et Tom Pidcock qui est quand même encore très jeune, Antonio Tiberi, pour revenir sur le Transalpin, 24 ans il me semble, Antonio Tiberi cette année, qui a quand même de très belles capacités en chrono, qui a notamment terminé 3e de Tirreno Adriatico cette année. C'est très propre derrière Juan Ayuso. Et oui, comme tu l'as dit, 4e du Giro en 2024, sans sa crevaison en première semaine, il pouvait largement être candidat au podium. Et il lui a manqué quelques secondes, mais il est peut-être pas au niveau d'un Juan Ayuso ou d'un Primoz Roglic sur un chrono, mais il se situe peut-être au niveau d'un Thymen Arensman, et il a de solides capacités quand même pour prétendre à un podium à Rome. Alors donc forcément il y a 2 hommes qui se détachent du lot, mais si tu devais mettre un petit pronostic pour justement la 3e place, pourquoi pas? Est-ce que tu t'en vois un qui a peut-être un petit avantage pour aller sur le podium? Parce que normalement si Ayuso et Roglic sont à leur niveau, ils vont prendre les 2 premières places. Par contre derrière il y a une belle bataille pour le podium, même pour le top 5. Moi j'hésite entre 2 coureurs. Forcément il y a Anthony Tiberi que moi j'attends un peu au tournant sur ce Tour d'Italie 2025. On coupera au montage.
que j'attends un peu au tournant sur ce Tour d'Italie 2025, qui montre, comme je l'ai dit, de sacrées capacités en chrono. Et d'un autre côté, il y a Egan Bernal, où là, on est un peu dans l'inconnu. On l'a vu quand même sur le Tour de Catalogne, être relativement solide pour un retour à la compétition. Seulement 10 jours de course cette saison pour 2 victoires, quand même, Egan Bernal. Et sinon, sa préparation, c'est globalement composé de stages en altitude, qui est, quand il réfléchit, peut-être la meilleure préparation. Parce que, comme tu l'as dit, les étapes, ou en tout cas la difficulté des étapes est très mal répartie sur ce Tour d'Italie. Ouais. On va avoir une 3e semaine qui va être très haute en altitude. On va monter plusieurs jours de suite à 2000 mètres d'altitude. Et les Colombiens, on sait, l'altitude, ils aiment ça. Et alors là, en termes Carapace aussi. Même Richard Carapace, l'équatorien. Ouais. Mais en termes de préparation, il n'y a pas mieux pour moi. Un stage en altitude comme ça, il n'y a pas mieux pour Egan Bernal. À voir maintenant s'il va retrouver ses jambes de vainqueur du Tour de France 2019. Mais oui, on peut avoir une belle surprise et voir potentiellement le Colombien sur le podium à Rome. Okay, donc voilà, pour moi, les 2 gros, on va dire, favoris derrière Juan Ayuso, Primoz Roglic, Antonio Tiberi pour la Bahrain Victorious et Egan Bernal pour la Ineos. Moi, je vois bien un petit Mikel Landa. Faut jamais l'oublier, Mikel Landa. De toute façon, on va dire, il y a 2 catégories de coureurs. Voilà, il y a la jeunesse avec Tiberi, même Storer, et puis il y a des coureurs qui sont devenus un peu plus expérimentés et qui peuvent justement faire valoir cette expérience dans le peloton. Un Landa est expérimenté, un Simon Yates est expérimenté, un Carapace ça devient expérimenté aussi. Donc il faudra se méfier. Voilà, on va pas dire que c'est vieux roublard, mais c'est vrai que ouais, pareil, un Carapace. Je pense voilà, c'est son objectif de la saison. Il peut faire quelque chose de grand et on sait jamais avec Richard Carapace, donc on va surveiller ça. On a mis Tom Pidcock. Après, je pense que ça va peut-être être un peu dur sur la 3e semaine. Ça va être très dur. Je pense qu'on va le voir dans très le top en 10 vue, certainement. Très en vue, en tout cas sur les 2 premières semaines, parce que même avec le chrono, il monte quand même de très belles profil, capacités. C'est son profil, baroudeur. On n'est pas sur des étapes de très très haute montagne, donc Tom Pidcock, je le vois bien être au moins dans les 10-15 premiers après les 2 premières semaines. 3e semaine, le Britannique montrera peut-être ses limites, mais oui, non, ça peut être encourageant quand même pour le coureur de la Q36.5. Et est-ce que tu as d'autres noms à nous donner en tant qu'outsider? Je pense que voilà, il n'y a pas que, on va dire, 8 outsiders. C'est vrai que c'est un tour, on l'a dit, même dans le titre, on l'a écrit, c'est un tour qui est très ouvert. Ouais. Donc, très ouvert aussi pour la bataille pour le podium. Donc, forcément, il y a peut-être d'autres noms qui peuvent s'inviter dans la danse. Ouais. Tu en aurais pas parlé, j'aurais dit Mikel Landa, parce que Mikel Landa, quand même, faut y penser. Ça a été un équipier de luxe pour le podium de Remco Evenepoel l'année dernière sur le Tour de France. Depuis le début de la saison, quand on voit ce duel un peu Juan Ayuso-Primoz Roglic, c'est un peu le 3e homme. Il finit 3e du Tour de Catalogne, où il était excellent, le seul quasiment à pouvoir suivre Primoz Roglic et Juan Ayuso dans les ascensions. Il a notamment terminé 11e également des Strade Bianche cette année. J'étais assez étonné de voir cette statistique. Et donc sur l'étape des chemins blancs, on y reviendra un petit peu sur cette étape un petit peu atypique. Il risque pas de perdre de temps. Donc Mikel Landa, un des gros outsiders. Mais sinon, moi j'aimerais parler de Thymen Arensman, le néerlandais de la formation Ineos Grenadiers. Parce que depuis 2 ans, il a fait quand même 2 fois 6e du Tour d'Italie. Où il s'installe quand même solidement dans le top 10 des grands tours. Très beau Tour des Alpes pour Thymen Arensman. Avec une victoire d'étape notamment. D'habitude, Thymen Arensman, c'est assez particulier parce que avant d'arriver sur le Giro, il a des courses de préparation un peu difficiles, un début de Tour d'Italie un peu en dents de scie, et puis il monte crescendo et finit très fort généralement en 3e semaine, et ça lui permet généralement de bien remonter dans les 10 premiers. Là maintenant, cette saison, c'est un peu l'inverse. Il finit quand même 3e solide de Paris-Nice, 2e du Tour des Alpes avec une victoire d'étape, Thymen Arensman. Donc est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt cette année pour le néerlandais? Est-ce qu'il n'est pas en forme trop tôt, sachant qu'on sait que là vraiment le pic de forme, il faut qu'il arrive en 3e semaine, et c'est d'habitude d'ailleurs ce qui lui arrive, hein. Il est très en jambes sur les 3e semaines, sachant qu'en plus il va doubler comme beaucoup de coureurs Tour d'Italie et Tour de France cette année, Thymen Arensman. Donc à voir si les gens me répondent. C'est ce qui me fait peut-être un peu plus douter sur son cas en tout cas. Ouais, mais en tout cas, il est déjà dans la même équipe que Egan Bernal. Donc aussi il faut voir, est-ce qu'on va tabler sur 2 coureurs côté Ineos? Voilà, est-ce qu'on préfère avoir 2 leaders plutôt qu'un? Voilà, je pense qu'on a un peu d'incertitude des 2 côtés, même si c'est vrai que Thymen Arensman, voilà, il est jeune, mais on va voir. C'est vrai que voilà, le pic de forme, il faudrait qu'il arrive en 3e semaine. C'est sûr qu'il faudra qu'il tombe au bon moment, hein. C'est là qu'il ne faut pas se louper. On imagine que les écarts ne seront pas hyper conséquents, donc on va surveiller ça. Et puis sinon, est-ce qu'on pourrait avoir d'autres favoris
je regarde ça un petit peu. Bon, tu me parlais en off, on va dire, de Derek G. Moi, Pourquoi pas. Derek G, alors favori, c'est un grand mot, mais en tout cas, je le Mais vois très bien prétendre à un top bon 10 et pourquoi pas même à des victoires d'étape. Alors, c'est un peu à l'image de Tom Pidcock. J'ai peur que la troisième semaine lui soit peut-être fatale, qu'il ait du mal à enchaîner les étapes en haute altitude. Pardon. Mais Derek G, c'est quand même la révélation du Giro 2023. La surprise du mois de juillet l'année dernière, quand même top 10 sur le Tour de France. Derek G, sur les courses à étapes, là maintenant il commence à s'affirmer comme un véritable leader dans son équipe à la Israel Première Tech. Il a été très en vue, notamment sur Tirreno. Franchement, avec notamment également de très beaux résultats sur les chronos, il se place à peu près au niveau d'un Thymen Arensman ou d'un Anthony Sibéry sur l'épreuve chronométrée. Donc non, je vois très bien le Canadien prétendre à un top 10 sur ce Giro 2025 et j'aimerais bien, ça nous ferait plaisir. Et ouais, sinon, on peut parler plus de Max Poole pour la Team Picnic Post-NL parce que Romain Bardet le disait sur le Tour des Alpes, il va essayer justement d'accompagner le Britannique. Donc pourquoi pas, pour un top 10 aussi, ça fait un autre prétendant en plus. Après, pour l'équipe XDS Astana, Lorenzo Fortunato quand même. Lorenzo Fortunato, il a fait. C'est vrai que Tour de Romandie était assez impressionnant. Il a fait un très très beau Tour de Romandie où il s'affirmait comme l'un des meilleurs grimpeurs. Une victoire d'étape quand même pour l'Italien. Il a fini juste derrière Jevine, Joe Almeida et Lenny Martinez sur l'étape Rennes qui arrivait à Turin 2000. Donc non, clairement, il est en forme, Lorenzo Fortunato. Maintenant, on l'a dit, ce qui va certainement poser problème. On a vu son dernier chrono sur le Tour de Romandie, ça a été très 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 difficile pour le Transalpin. Et un chrono tout plat de 30 km au Tour de Pise en début de deuxième semaine, ça va être très très dur pour lui. Pour son petit gabarit, ça va être compliqué. Il va perdre beaucoup de temps, donc à voir comment les gens me répondent. En tout cas en haute montagne, c'est pareil, c'est un coureur quand même ancien vainqueur au montées de Zangolan, quand même à l'époque où il était à la Polticometa. Ouais, et au Locometa, c'était à l'époque l'équipe d'Alberto Contador, Lorenzo Fortunato. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur des ascensions en haute altitude. Donc à voir, en troisième semaine, ça peut être la belle surprise de cette troisième semaine de Giro. Allez, maintenant on va passer à un autre coureur qui va jouer le général, mais plus au début en tout cas. Il se nomme Wout van Aert, un grand nom du peloton qui nous avait fait vibrer sur le Tour des Flandres. Mais finalement, c'est vrai que quand même cette période des classiques pour lui, elle n'a pas été extraordinaire, elle n'a pas été exceptionnelle. Donc il y a eu quelques déceptions bien évidemment sur Milan-San Remo, je crois qu'il avait participé, non je sais plus. Paris-Roubaix, ça c'est sûr, déception. Non, on va dire que voilà, à travers la Flandre, là il se rate complètement, Flèche-Brabançonne aussi. Enfin, il a peut-être pas participé à Milan-San Remo, mais il y a eu des déceptions, des déconvenues. Mais là, voilà, il a envie de se rattraper. Il a dit que le maillot rose, c'est son objectif. Ouais, il a déjà réussi à prendre le maillot jaune sur le Tour de France. Le maillot rouge sur la Volta. Aujourd'hui, c'est le maillot rose maintenant pour lui. Donc, c'est un peu une suite logique. Mais justement, est-ce que tu penses qu'il peut attraper ce maillot rose? Est-ce que tu penses déjà, enfin, c'est vrai que voilà, les 2 premières semaines, il n'y a pas de haute montagne. Mais jusqu'où peut aller Wout van Aert? Est-ce qu'il pourrait pas nous faire une petite Julien Lafilippe en 2019? Qui sait, ça va peut-être être un peu dur, mais il a un profil, on va dire, un peu de moins en moins sprinter. En tout cas, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'il est en train de nous démontrer. Donc peut-être qu'il est plus complet dans d'autres domaines. Qui sait, on ne sait jamais avec Wout van Aert en tout cas. Alors Wout van Aert, oui, c'est clair que pour moi, il pèsera pas. S'il doit porter le maillot rose, il le portera quelques jours. Mais dès que la route va s'élever, il sera obligé la 7ème étape, il sera obligé de lâcher sa tunique rose. C'est obligé parce que Wout van Aert, voilà, on l'a dit, il a passé la trentaine. En montagne, ça devient de plus en plus compliqué. Il a plus les mêmes jambes que sur le Tour de France 2023. Donc c'est compliqué pour Wout van Aert. Maintenant, porter le maillot rose, moi j'y crois, c'est possible. Alors, dès la première étape, je ne pense pas, parce qu'il me semble que ce sera une arrivée en sprint massif, si tout se passe bien en tout cas en Albanie. Et Wout van Aert, on l'a vu depuis le début de la saison, c'est plus le même sprinter qu'avant, clairement. Mais on ne peut pas l'oublier quand même. On ne peut pas l'oublier, il faut le citer, mais je le vois mal aller se frotter. Par exemple, j'ai vu tout à l'heure à des Paul Magny, à des Olaf Koy sur un sprint massif. Que ce soit tout plat, ça ressemble un peu à l'étape 1 de l'année dernière. Donc il faudra voir. Je vais regarder ça vite fait, mais potentiellement une sélection avant. Et à partir de ce moment-là, on voit étape accidentée, 3 étoiles. Il y a peut-être quelque chose à faire, on va voir, ouais. Honnêtement, non, ça va être une arrivée groupée, très certainement. Mais justement, ça peut être la bonne configuration pour lui, parce que bon, ça a l'air d'être un circuit. Ça a l'air un peu comme l'année dernière, finalement. Avec donc une montée 3ème catégorie qui vont passer 2 fois.
En vrai, après Avec avoir un vu ça, sommet à 12 km de l'arrivée. en vrai, c'est une bonne configuration pour lui. Hein. Si ça arrive dans un petit groupe, pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, je pense que, voilà, comme j'ai dit, Faut pas qu'il se rate, faut pas qu'il se rate et c'est plus la même pointe de vitesse qu'avant, quand même, Wout van Aert. Donc, à voir, quand même à noter, très sérieusement, pour la première étape. Pour la deuxième étape, on sera sur un chrono relativement court, il me semble, une quinzaine de Ouais. kilomètres, si je ne m'abuse, en Albanie. Wout van Aert, c'est vrai que maintenant on n'a plus trop de repères quand même sur ses qualités en chrono, mais je pense qu'il reste quand même parmi les favoris de cette épreuve chronométrée. Donc pourquoi pas prendre le maillot rose sur ce deuxième jour du Giro pour Wout van Aert, je pense. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, on va surveiller bien évidemment Wout van Aert de très très près. Allez, on a une vingtaine de minutes de vidéo. On va passer à nos Français parce qu'il faut quand même qu'on leur laisse une petite place, bien évidemment, à nos Français. Ils sont pas très très nombreux, entre 10 et 15. Mais quand même, il y a des noms. Il y a des noms et on a envie, bien évidemment, d'y croire. On a envie d'y croire. On a envie d'aller chercher des victoires d'étape. Donc nous, on a sélectionné, bien évidemment, les noms les plus ronflants, les Français qui ont peut-être le plus de chances de remporter des étapes. Paul Magnier, bien évidemment. Anthony Perez, Geoffrey Bouchard qui a remporté sa première victoire professionnelle sur le Tour des Alpes, Dorian Godon. Nicolas Prodhomme. Oui, pardon, pardon. Mais pourtant lui il est bien sur. Oui, non, j'ai inversé les gars. Ouais, Nicolas Prodhomme, mais il y a quand même Geoffrey Bouchard qui était sur le Tour des Alpes, c'est pour ça que j'ai confondu les gars, désolé. Sinon on a Romain Bardet, David Gaudu, Enzo Palini qui avait fait podium sur une étape l'année dernière, Podium ou alors ou quatrième, je sais ouais, plus. Sur troisième ou quatrième. l'étape remportée par Benjamin Thomas. Ouais. Mais en tout cas, ouais, déjà, commençons par Paul Magnier, après on finit, on va dire, par le gratin, par nos grimpeurs. Mais Paul Magnier, c'est vrai que pour les sprints, on a une belle carte. En tout cas, on a une belle carte, ça fait longtemps qu'on attendait ça. En face, il y aura du solide, il y aura du Olaf Kohl et du Caden Groves. Mais pourquoi pas, honnêtement, Paul Magnier, cette année, aller chercher une victoire d'étape, c'est loin d'être inaccessible. Bah, Paul Magnier, clairement, oui, ça peut être une belle carte quand même pour les Français au sprint, surtout quand on voit son train quand même. Joseph Charny, Ethan Hayter, Mats Pedersen, pardon. Ça, j'avais pas vu son nom, mais il y a quand même Mats Pedersen. Il y a quand même Mats Pedersen, il y a aussi Olaf Koy, j'ai vu, il y a quand même du monde sur les sprints, mais Sam Paul Magnier, Bennett aussi, bien sûr. Sam Bennett pour la J2R, Caden Groves pour la De Koninck. Mais voilà, il y a quand même quelque chose à jouer pour Paul Magnier qui fait un beau début de saison. Malheureusement, il y a eu pas mal de chutes pour Paul Magnier qui l'ont un peu handicapé, qui l'ont un peu empêché de faire de gros résultats, un peu moins en vue quand même depuis 2 mois Paul Magnier. Mais on y croit quand même, la forme peut venir gentiment pour le jeune français. Puis comme j'ai dit, il y a quand même une belle équipe autour de lui pour l'emmener, Luc Lampertier, Ethan Hayter, Joseph Charny. Il a un beau train, il aura quand même de quoi jouer dans les sprints massifs. Puis sur la première étape, on sait Paul Magnier, c'est quelqu'un quand même qui passe bien les bosses. Capable, ouais. Donc pourquoi pas être une belle carte. Et puis rêvons plus grand, pourquoi pas porter le maillot rose après la première étape. Ça ce serait beau, mais peut-être un objectif de maillot cyclamen aussi, Ouais, voilà. possible. Donc pourquoi pas. En tout cas, on va surveiller ça Puis premier grand tour de quand très même. près. Premier grand tour pour Paul Magnier quand même. Premier grand tour, On première espère course de que 3 ce semaines. sera pas le dernier. Je pense pas qu'il fera le Tour de France du coup, mais non, ce sera plus Tim Merlier. Ouais. Pour Certainement. un sprinter doublé En Tour plus. d'Italie, Tour de France, c'est très Peut-être difficile. qu'il fera la Vuelta. Peut-être. Après, voilà, la Vuelta, c'est une course qui est moins typée pour les sprinters quand même, mais pourquoi pas. Pour Ça se fait. prendre de l'expérience. Et sinon, ensuite, bah là, je vais te lancer bien évidemment sur David Gaudu. Qu'est-ce que tu en penses? David Gaudu, c'est compliqué. On sait, c'est pareil, en manque de résultats un peu. Il a quand même été chercher une victoire d'étape sur le Tour d'Oman en début de saison, David Gaudu, devant Adam Yates, notamment, qui est également présent sur ce Tour d'Italie. Et puis après, plus rien. Beaucoup de chutes pour David Gaudu. On l'a vu revenir sur le Tour de Romandie et forcément en termes de préparation il va être vachement limité. Notre coureur breton et Tour de Romandie il a été fantomatique, on ne l'a pas vu du tout. Donc David Gaudu je le vois très mal peser clairement sur le classement général. Je pense pas que ce parcours justement où il n'y a pas de haute montagne sur les 2 premières semaines, ça peut pas lui permettre justement de monter en puissance au fur et à mesure. On rappelle quand même qu'il a fait 6ème je crois l'année dernière sur la Vuelta. Donc c'était quand même pas mal. Donc on va voir, mais c'est vrai qu'il part de plus loin. Donc j'ai peur qu'en termes de forme, voilà, on l'a dit on l'a vu sur le Tour de Romandie, ça a été vraiment très compliqué, même sur des étapes où même pas d'arrivée au sommet ou quoi, c'était pas non plus c'est pas l'Alpe d'Huez qui avait à monter, avec tout le respect que j'ai pour David Gaudu bien évidemment, mais on le voyait le distancer et c'était Rémi Rochas qui assumait le statut de leader pour la Groupama FDJ. C'est pour dire qu'en termes de forme, David Gaudu il est pas bon du tout, mais en même temps on peut pas lui en vouloir. Voilà, son début de saison a été vachement handicapé par des chutes. Maintenant comme tu l'as dit, on a 2 premières semaines de Tour d'Italie qui sont relativement on va pas dire tranquilles, mais on a quand même des étapes un peu moins difficiles qui conviennent peut-être à son profil et qui surtout vont certainement lui
lui permettre de se mettre un peu en jambe, de se mettre au niveau des autres. Donc voilà, faudra pas perdre de temps dans les 2 premières semaines, se mettre en route, se mettre en jambe tranquillement, s'accrocher, et puis pourquoi pas aller chercher quelque chose en troisième semaine si la forme revient bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va peut-être être plus frais que certains autres coureurs, quand même, David Gaudu, mais moins de préparation quand même. Et sinon, voilà, on va terminer côté français avec Romain Bardet, bien évidemment, son dernier grand tour. Il l'a dit, il va pas forcément être leader, plus accompagner Max Poul, mais son objectif, c'est rentrer dans le cercle fermé des vainqueurs sur les 3 grands tours. On n'en a pas parlé, Wout van Aert aussi peut réaliser cet exploit, mais forcément, c'est pour ça qu'il court le Giro, c'est son objectif. Donc, est-ce que tu penses qu'il peut le faire, notre Romain Bardet national? Ça dépend aussi, comme tu l'as dit, il se met au service du jeune Max Poul, le néerlandais de la formation. Après, je pense qu'il va lui laisser carte libre. Voilà, mais oui, pour son dernier grand tour, surtout qu'en plus, pour sa course de reprise sur le Tour des Alpes, je l'ai trouvé quand même loin d'être ridicule. Il se battait pour le top 10. Voilà, ça a été une course vachement ouverte. Il a avec fait mieux que Max Poul, il me semble. Oui, en plus, avec des conditions climatiques vachement difficiles, je trouve que pour une reprise, c'était quand même pas mal pour Romain Bardet sur ce Tour des Alpes. Donc oui, je suis étonné de le voir comme ça, avec de telles déclarations devant la presse. Je serais étonné. Je serais étonné quand même qu'on lui laisse pas carte blanche. C'est le même problème de toute façon pour David Gaudu et pour Romain Bardet. Il y a les chronos, donc quoi qu'il arrive, ils vont perdre du temps. Allez, il y a au total dans ce Giro, il y a une 40aine de kilomètres de chrono. Ils vont perdre certainement une bonne minute 30 au total. Largement. Donc au minimum quoi. Donc c'est ça. Donc quoi qu'il arrive, malheureusement, on ne devrait pas encore une fois avoir de vainqueur français du Giro. Si vous voulez rêver, les gars, non. Malheureusement. Jack, il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire. Donc, il y en a eu 3 dans l'histoire. Donc, forcément, on va pas commencer à rêver. Dans le dernier on en est très loin. Je crois qu'on est. Alors, il y avait Anquetil, Fignon, Bernard Hinault. Dernier, c'est facile. Fignon. Ouais, quelle année? C'est là, j'ai pas révisé. Là. 89. En tout cas, ouais, c'est vrai que Laurent Fignon, il nous fait plaisir. Ouais. 89, il n'avait pas réussi à gagner le tour derrière. Pour quelques secondes. Ça, c'était vraiment traumatisant, on l'imagine. Et juste, pour en terminer, un petit point sur cette bataille, parce que pour rester dans le World Tour, la Cofidis et la Arkea, c'est un tour qui est important. La Arkea est dans la zone rouge. Cofidis, pour le moment, s'en sort plutôt pas mal. Mais petit coup de gueule, parce que la Arkea, j'ai vu, n'a aligné qu'un seul Français. Ouais. Donc ça, je suis déçu. Et même la Cofidis, 2 Français. Donc, est-ce qu'on peut parler... Enfin, vraiment, là, les équipes françaises n'alignent plus de Français. En fait, là, surtout... Après, quand même, la Cofidis, faut noter qu'il aligne Milan Fretin. Milan Fretin qui fait un très beau début de saison, qui a quand même, il me semble, déjà 3 victoires à son actif depuis le début de l'année 2025, avec notamment récemment une victoire sur le Tour du Limbourg. Donc, pour la Cofidis, côté français, Nicolas de Beaumarchais, Anthony Pérez... Bon, ça essaiera de prendre les échappées dans les 2 premières semaines, mais rien de plus. Pourquoi pas aller chercher des étapes en baroudeur, mais bon, faut vraiment rêver. Et sinon, quand on voit l'équipe, Milan Fretin, Jonathan Lastra, Sylvain Moniquet, Stefano Dani, qu'on voyait très en jambes sur les Giro il y a quelques saisons de cela, Sergio Samitier, Yann Mas. Bon, on va certainement jouer les étapes et les points UCI sur les sprints massifs avec Milan Fretin. Et par contre, côté de l'Arkea, BNB... il n'y a pas beaucoup de grands noms à part Luka Mozzato. Il y a Embrett Svestad, le jeune Norvégien, le jeune grimpeur norvégien. Pas trop de références, mais il me semble quand même. Alors, je sais plus sur quelle course je l'avais vu, plutôt en jambes, Embrett Svestad. Faudrait regarder ça, mais oui, c'est vrai qu'en haute montagne, ça montrera quand même ses limites. On aligne les Italiens côté de la formation Arkea avec Alessandro Vere, Josué Epis, et Luka Mozzato, le deuxième du Tour des Flandres 2024. On essaiera certainement d'aller chercher des victoires d'étape avec Luka Mozzato, le sprinter de la maison Arkea. Mais voilà, rien de plus. Alors peut-être sur le Tour d'Oman, je sais plus. Je sais plus où je l'avais vu. Brett Svestad. Mais oui, pourquoi pas, ça peut être une carte en tout cas à essayer pour la formation Arkea, mais oui, je suis d'accord. Un peu déçu quand même de voir cette absence de Français, ou en tout cas de Français de renom dans ces équipes françaises. Allez, on termine donc maintenant cette vidéo, les gars, avec donc tout simplement le parcours, les 6 étapes clés qu'on a soulignées, bien évidemment, avec... cette première arrivée au sommet lors de la 7e étape, on va se décaler gentiment. Voilà, c'est donc ici tout en haut à gauche. Alors c'était peut-être, je me suis peut-être trompé d'image, mais en tout cas oui, il y a une arrivée au sommet lors de la 7e étape. Ce sera la première arrivée, donc pourquoi pas, ce sera à Tiglia Cozzo. Mais sinon derrière, l'étape qui va être plutôt intéressante, voilà, c'est cette 9e étape qui ressemble au Strade Bianche. C'est vrai que ça va être sympa.
Ouais, parce qu'on a quand même 5 secteurs gravel, entre guillemets, ces chemins blancs, ces secteurs empierrés, du coup, dans les 70 derniers kilomètres de cette étape, et pas des moindres, notamment le mythique, déjà mythique, Colle Pinzuto, ce secteur assez traditionnel des Strade Bianche, où quand même on a 2,4 km de montée avec des pentes allant jusqu'à 15% sur du gravier. C'est loin d'être facile, ça va être quand même un secteur largement décisif pour cette étape, et puis surtout dans les 20 derniers kilomètres de cette étape. Et puis l'arrivée également, tout aussi mythique que ce Colle Pinzuto, dans les rues de Sienne, où on aura notamment l'ascension de la Via Santa Caterina, qui est l'arrivée traditionnelle des Strade Bianche, avec l'arrivée sur la fameuse Piazza del Campo de Sienne. On a quand même 500 mètres à plus de 15% sur des pavés pour arriver dans Sienne. Donc, si ça arrive groupé, déjà il y a peu de chances qu'ils arrivent groupés, mais en plus s'ils arrivent groupés, là il devrait y avoir des différences. Ça va être une très belle étape. C'est un peu comme si on avait des pavés sur une étape du Tour de France. Ça commence un peu à devenir une tradition sur le Tour d'Italie. Et c'est très cool aussi d'avoir ce genre d'étape. Et puis, franchement, ça promet quand même, ça promet. Je sais pas s'il y aura de gros écarts pour le général, mais attention, ça peut être une étape vraiment piège. Ça peut être une étape piège. On ne gagnera pas le Giro sur cette 9e étape à Sienne, mais on peut le perdre. On peut le perdre à tout moment. Et sinon, donc, il y a un petit chrono à Pise, une trentaine de kilomètres. Là, ça va être. Là, il va y avoir des écarts. Il va y avoir des gros écarts quand même parce que c'est un chrono de pur rouleur. Clairement, c'est un chrono de spécialiste. Donc non, clairement il y aura des gros écarts sur ce chrono. C'est là peut-être où Juan Ayuso et Primož Roglič vont prendre de précieuses secondes d'avance sur les autres favoris. Donc le chrono de Pise va déjà faire de premiers gros écarts en début de deuxième semaine. Et en plus, au lendemain de cette étape justement qui arrive à Sienne, qui aura je pense déjà suffisamment épuisé les organismes. Donc compliqué. Et sinon juste voilà on va dire ce triptyque alpestre là à la fin, honnêtement c'est là que tout va se jouer très clairement. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce triptyque alpestre? On a le Finestré bien évidemment, alors là culminant, mais c'est vrai que là on a quoi, on a 2 arrivées au sommet, une quasiment au sommet. Là c'est là que tout va se jouer très clairement. J'espère que les coureurs auront bien profité de la deuxième journée de repos pour récupérer, parce que la 16e étape entre Piazzola et Sulbrenta et San Valentino va lancer la 3e semaine de la meilleure des manières, parce que clairement le menu il va être copieux. 5000 mètres de dénivelé positif sur cette étape, soit le total le plus élevé de cette édition 2025. Il n'y aura pas de répit. On va avoir l'Africa, deuxième catégorie, 13 km à 4,5% de pente moyenne. Le Candriaï, première catégorie, 10 km à près de 8%. Et le Santa Barbara, première catégorie, 12 km 7 à 8,3% de moyenne. Et c'est pas fini, Que des chantiers. L'étape se conclura quand même sur les hauteurs de San Valentino di Brentonico, avec une dernière ascension longue de près de 20 km, avec une pente à 6% de pente moyenne. Alors ça paraît pas impressionnant comme ça, mais c'est très long, il y a quand même des pics de pente à 12%. Ça va être clairement une étape décisive dans la quête du Maglia Rosa. Et puis attention, parce que sur cette dernière semaine, c'est peut-être même pas l'étape qui me fait moi le plus peur. C'est peut-être même pas l'étape qui me fait le plus peur, et pourtant c'est déjà un enchaînement de fou les gars, clairement. La veille de l'arrivée à Rome, on va avoir clairement le maillot rose qui devra encore se défendre lors de la dernière étape entre Verres et Sestriere le 31 mai. Où la première partie de la journée sera quand même sans grande difficulté, sera relativement calme. C'est l'étape que vous voyez en bas à droite sur votre image. Mais quand même, ça va se corser en fin d'étape. On va avoir notamment d'abord le col du Lys, avec le très attendu col du Finestré, situé à 2178 mètres d'altitude, soit le point culminant de cette édition du Giro 2025. C'est là notamment où Christopher Froome avait en tout cas construit sa victoire. Renversé le Tour d'Italie 2018, son seul Tour d'Italie à son palmarès, avec une attaque à plus de 80 km, une étape complètement folle, une étape de légende pour Christopher Froome. On a une pente quand même qui est constante sur quasiment toute l'ascension, à près de 10% de pente moyenne du début à la fin, asphaltée sur les 9 premiers kilomètres, et puis après on aura de la terre battue jusqu'au sommet. Comme tu l'as dit, le terme est parfait, c'est un chantier. Donc clairement, cette montée elle va faire des différences de fou, sachant que derrière il restera 27 km 5 encore à parcourir avant de rejoindre Sestriere du coup en hauteur. Et non, clairement ça va être un chantier. Sestriere qui est notamment une ville habituée du Giro, mais aussi du Tour de France, puisqu'on y est passé en 1952, en 92, en 96, en 1999 et enfin l'année dernière en 2024. Donc voilà les gars, en tout cas là vous avez toutes les clés et vous avez compris que la 3e semaine, c'est le terme, ça va être un chantier. Et on espère que tout va se jouer. Ça va être fou. On espère que tout va se jouer là, parce qu'on aimerait bien vivre la légende sur la chaîne 300% Sport. C'est aussi notre premier Giro et on va se régaler, bien évidemment les gars. Du coup on se retrouve très prochainement. On espère dès cette semaine. C'est ça. On espère que vous serez nombreux à suivre la vidéo pour
pour vous mettre aussi dans le bain. Nous, on est déjà dedans, on est déjà impatients. C'est un Tour d'Italie qui s'annonce extraordinaire. Et donc, bah voilà, on se retrouve dès vendredi, Ouais. dès ce week-end. Enfin voilà, vous serez là, vous serez nombreux, on l'espère. Et on se retrouve, les gars, pour de nouvelles.